Eh ben on y va, c'est parti pour la 400e du coup tordu. Le coup tordu, c'est du vélo, c'est du cyclisme. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. La 400e du coup tordu. Vous nous écoutez bien évidemment sur Deezer, sur Spotify, sur toutes les plateformes de podcast. Et là, on se retrouve en studio. Venez voir l'émission sur YouTube, sur le YouTube du coup tordu. Une 400e du coup tordu dans laquelle on va partir à la découverte d'un métier. Un métier dont on n'a jamais parlé dans le podcast. On a eu des coureurs, on a eu des managers, on a eu des directeurs sportifs, on a eu des organisateurs de courses, on a eu des speakers, mais on n'avait jamais eu d'agents, de coureurs dans le coup tordu, dans le podcast. Et donc pour cette 400e depuis les studios premiers à Paris, il est avec nous Christian Kagestadt de l'agence ANJ All Sport. C'est bien ça, hein, Christian? C'est bien ça. Le nom, tu l'as bien prononcé. Ah. C'est pas souvent que ça m'arrive. Et oui, l'agence, oui, c'est bien AJ All Sport. AJ All Sport. Alex Carrera, voilà, hein, que vous connaissez tous, bien évidemment. Le nom le plus clinquant dans l'agence, Tadej. Tadej, bien sûr. Tadej Pogacar. La star du cyclisme, la légende, on peut même dire maintenant. Donc oui, c'est un plaisir et un honneur de collaborer avec Tadej, ça c'est sûr. Bon, et nous on est très contents de t'avoir dans ce 400e épisode du coup tordu, Christian. On va partir à la découverte de ton métier. Je vous l'annonce d'ailleurs, hein, Christian va même vous donner à la fin du podcast la destination de Jordan Jegat en 2027. On va découvrir, va-t-il rester à la Total Energy? Non, je rigole évidemment. On rigole. On rigole évidemment. C'est quoi exactement le métier d'agent collaborateur? C'est en quoi ça consiste exactement ton taf, Christian? Alors, premièrement, il y a le scouting. Donc, on va aller faire des recherches sur les coureurs, essayer de trouver les meilleurs coureurs et surtout le futur. Donc, ça part de junior, voire cadet. Donc, on va regarder tous les résultats, on va faire attention aux courses, on va faire attention à qui l'entraîne, s'il est en contact avec des équipes, tout ça. Ensuite, donc pour ça, on a des Pro Cycling Stats que tu dois connaître. On a des outils qui nous permettent de faire ça. Et ensuite, quand on va pousser encore un peu plus, c'est là on va regarder les watts, on va regarder le poids, on va regarder s'il fait des études, on va regarder l'entourage aussi. Donc là, ça devient un peu plus poussé. Et tous ces éléments-là vont nous permettre d'essayer de trouver la nouvelle pépite du cyclisme mondial. D'accord, mais alors ça, c'est ton travail de scouting. Ouais. Voilà, tu pars à la recherche des coureurs, mais quand tu encadres un coureur, quand tu le suis personnellement, ton travail, on va dire, au quotidien, c'est comment ça se passe? Ouais, ça c'est la deuxième étape du coup. Ouais. Une fois que le coureur est signé, donc c'est contractuel, hein, c'est réglementé par l'UCI sur une période de 2 ans. Donc là, après, tu vas gérer le coureur, les équipes, les contrats de sponsors, les rendez-vous pour les critériums, tout ce qu'on peut imaginer à ce niveau-là. Et tu peux aller aussi plus loin, c'est à toi de voir la relation que tu as avec les coureurs. Quand tu vois Alex ou Johnny Carrera, eux, ils sont très très proches. Quand tu vois même Vincenzo Nibali, il est plus pro, mais il est toujours dans l'agence. Donc ça, après, ça dépend des agents, mais le but, c'est d'avoir vraiment un lien proche avec les coureurs. Et tu peux aussi gérer leur vie à côté du vélo. C'est-à-dire s'ils veulent investir dans des placements, avoir des appartements, des choses comme ça. On a aussi des compagnies d'assurance, s'il y a un problème à l'entraînement ou en course. Donc en fait, le but, c'est que le coureur ait qu'une chose à faire, c'est s'entraîner. Ensuite, tout le reste, s'il a un problème ou quoi que ce soit, il peut nous appeler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tu peux faire le test, tu peux demander à quelqu'un d'appeler à 21h un dimanche soir. On sera toujours là pour eux. Donc c'est ça, être là pour eux. C'est intéressant ce que tu dis là, Christian. Parce que ça veut dire que là, on est en train de faire le podcast. Ouais. Donc là, à tout moment, voilà, j'ai cité Jordan Jegat, par exemple. Mais là, par exemple, il y a un coureur qui t'appelle. On va pas interrompre le podcast, bien évidemment. On va le décrocher en direct et puis on va écouter un petit peu ce qu'il te raconte. Malheureusement, c'est possible ou pas? Non, t'as laissé ton téléphone à côté. Là, je suis obligé. Et puis, non, mais tu le préviens. Il appelle, tu dis attends, je suis en train d'enregistrer un truc, dis pas une dinguerie, voilà. Ouais, bon, non, je pense pas que ça va arriver. On a D'accord. quand même, c'est pas dans l'extrême, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours là, surtout Alex, et quoi qu'il arrive, on est là. D'accord. Comment on devient agent, collaborateur de quoi? C'est assez nouveau dans le milieu du cyclisme. Alors bien évidemment, quand on parle agent, tout le monde à l'image du foot, tout le monde pense au foot, on en parlera bien évidemment dans le podcast. Dans le cyclisme, c'est assez nouveau. Ouais, alors nouveau, pas tant que ça non plus, parce que quand on regarde AJ All Sport, ça a été fondé en
97. D'accord. Donc ça existe depuis un moment. C'est juste qu'avant, il y avait peu de coureurs qui utilisaient des agents. Et maintenant, il y a presque 99% du peloton qui collabore avec des agences. Donc c'est surtout ça qui est nouveau. Et puis c'est devenu un peu plus médiatique. Donc c'est ce qui fait la différence. Et je pense que les coureurs ont compris qu'ils ont besoin de cet accompagnement. Et que peut-être on avait une mauvaise image à l'époque, notamment en France. On a été beaucoup critiqués, même dans les médias, sur des transferts et tout ça que Alex a fait. Mais aujourd'hui, on se détache de cette image. Les gens comprennent qu'on est là pour le bien-être des coureurs. Et tout se passe bien. Donc, il y a de plus en plus d'agents, de plus en plus d'agences. Et ils sont de plus en plus utilisés. Comment, voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent sur la chaîne YouTube du Coup Tordu, je sais qu'il y en a beaucoup également qui nous écoutent en voiture. Il y a peut-être voilà, des jeunes qui nous écoutent. On va parler de ton parcours également, Christian, qui se disent, voilà, qui sont fans, qui sont passionnés de sport, qui se disent pourquoi pas travailler dans ce domaine, accompagner des sportifs. Le cursus, c'est quoi, toi, précisément? Tu es en train de travailler sur quoi en ce moment? Si tu penses que à agent, ouais. Là c'est simple parce que c'est réglementé par l'UCI. Donc tu passes un concours à Aigle au mois de juin et ensuite soit tu es accepté soit non, et si tu es accepté c'est bon, tu es agent réglementé par l'UCI. Il y a une petite particularité en France, c'est qu'il faut passer le concours en France avant de pouvoir aller le passer à l'UCI, mais c'est pas le cas dans tous les pays. En Norvège par exemple, il n'y a pas besoin de passer un concours national avant d'aller le passer à Aigle. Mais j'imagine quand même qu'il y a un minimum de bagages, un cursus scolaire à avoir, je pense des connaissances peut-être en droit. Tu parlais tout à l'heure d'accompagner les coureurs aussi à côté du vélo, donc peut-être aussi avoir des bases en finance. Enfin, il y a un certain bagage à avoir, j'imagine. Là, je te parle du strict minimum pour être agent. D'accord. Après, c'est pas parce que tu es agent que tu es un bon agent. D'accord, ok. C'est là la différence, j'allais y venir. Pour être un bon agent, déjà, pour moi, il faut de l'expérience. Et il faut des contacts, énormément de contacts. Et un entourage. Quand tu regardes AG All Sport, c'est pas 2 agents qui gèrent tout. Il y a les agents, les secrétaires, les chargés de la presse, quand il y a des questions difficiles ou des choses comme ça. Il y a la compagnie d'assurance que je disais, il y a les 2 cabinets d'avocats. Donc c'est vraiment des grosses structures pour encadrer. Donc c'est pas que l'agent. Parce que même avec 25 ans d'expérience comme Alex, il se peut qu'il y ait une question extrêmement compliquée, une question juridique ou fiscale ou quoi que ce soit. Et là, du coup, Alex appelle les avocats, c'est eux qui gèrent. Et ensuite, il explique aux coureurs comment on va faire et tout ça. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de bien s'entourer. Ouais, AG All Sport, la liste des coureurs, donc on a parlé de Poggi tout à l'heure. Oui. Nibali qui est ambassadeur de l'équipe, qui fait partie du staff, on peut le dire. Ouais. Enfin, du staff, ouais, c'est ça maintenant. De l'équipe, ouais. Ouais. On le voit dans l'organigramme quand on va sur le site. Ouais. Vous avez qui d'autre sous contrat, les gros noms du cyclisme? On en a beaucoup. Ouais. On a beaucoup. On a Jasper Philipsen, Girmay, Jordan Gega, Léo Buisseau. Beaucoup d'Italiens, puisque Alex et Johnny sont italiens. On a plus de 90 coureurs sous AG All Sport maintenant. Donc toi, principalement, t'en parlais tout à l'heure, c'est ton travail, c'est principalement un travail de scouting, un travail de détection. Donc t'en parlais un petit peu au début du podcast. Finalement, quand tu vas... Est-ce que c'est bien? Toi, tu as été coureur cycliste. Voilà, tu as été quoi, 3 ans, 4 ans professionnel, c'est ça? 4 ans, oui. En continental. Donc, c'était pas le niveau de Tadej, mais... mais ouais, j'ai pu faire des grandes courses. Ouais, Est-ce que, pour toi, c'est... on va dire pas indispensable, mais c'est un véritable plus d'avoir été, de les avoir côtoyés, d'avoir été dans le peloton pour justement aller un petit peu discuter et faire venir des coureurs? Alors oui, sur plusieurs points. Déjà, ça te permet d'avoir des relations, parce que je connais des coureurs avec qui j'étais avant. Ça permet d'anticiper parce que comme je l'ai déjà vécu, je sais ce qui est important. Je sais qu'il y a besoin de beaucoup de récupération, qu'il faut faire attention à l'alimentation, qu'il faut faire attention à tout ce que tu fais en fait dans la vie en général. Et je pense que ça me permet de comprendre les besoins des coureurs. Alors tu vas sur les courses, tu cherches, mais c'est marrant parce que l'image qu'on peut avoir, on peut se dire que, encore une fois, par rapport à ton métier, on a toujours l'image du foot, mais on peut plutôt se dire que c'est plutôt
des coureurs ou des familles de jeunes coureurs qui auraient plutôt tendance à venir vers vous en leur disant que vous pouvez éventuellement leur trouver des contrats, leur ouvrir des portes. On voit souvent dans le foot, si tu vas dans le foot, surtout au bord de tous les terrains, il y a des familles qui sont persuadées d'avoir mis au monde le nouveau Kylian Mbappé. Ça, dans le vélo, est-ce que tu tombes des fois sur des familles, je sais pas, peut-être des cadets, des minimes qui sont persuadés d'avoir le nouveau Tadej Pogacar? Bien sûr. Ça existe? Ouais. Les parents et même le coureur. Ouais. On reçoit des demandes presque tous les jours de coureurs. Donc, d'accord. Ouais. Surtout les jeunes qui cherchent à devenir pro. Donc, il y a ceux qui ont un rêve réaliste, on va dire, et puis il y a ceux qui pourront malheureusement jamais être pro. Donc, c'est là où il faut être un peu délicat aussi, lui expliquer pourquoi. Mais maintenant, il faut être pro de plus en plus jeune. Donc, c'est vrai que c'est conseillé quand même de bien s'entourer déjà dans la catégorie espoir au maximum, parce que passer la catégorie espoir, ça commence à être dur de trouver des contrats pro. Ça arrive de se tromper des fois. Oui. Tu expliques à quelqu'un, écoute, c'est compliqué pour toi, puis derrière le mec il perd, c'est on s'est peut-être un peu planté sur celui-là. C'est déjà arrivé, ça va arriver. Ouais. Pas... Puis surtout un mec, je pense que quand tu lui dis ça, tu peux potentiellement décupler sa motivation. Ouais, clairement. Et puis on n'est pas voyant, c'est très compliqué de savoir si un mec à 15 ans va être bon ou pas. Déjà parce que les capacités physiques. Et puis, il peut être très, très bon à 15 ans et puis s'écrouler à 18 ans ou arrêter du jour au lendemain. On l'a vu récemment dans le cyclocross. Mais c'est tellement dur de garder un bon niveau que c'est vraiment très compliqué de savoir qui va être bon. Mais alors ça, c'est un sujet aussi, on en parle souvent avec des coureurs dans le podcast. Moi, j'ai toujours en tête l'exemple de Steph Bennett, qui a passé 30 ans, qui a des résultats, on va dire, à un niveau en dessous du World Tour, mais quand on le met sur des 2.2, il est là, Steph. Et il nous expliquait que passé 25 ans, tu sors complètement des radars de détection. Toi, tu as été... Jordan Jegar, on va parler de lui, bien évidemment, Jordan, qu'on a déjà eu dans le coup tordu, que j'espère qu'on aura à nouveau bientôt. C'est toi qui as été à l'origine donc, de sa venue à NG All Sport. Lui, il a un parcours particulier. Il explose à 23 ans. Est-ce que, là, tu parlais de ces coureurs jeunes qui voilà, faut recruter très tôt, ce que demandent aussi les équipes aujourd'hui, à l'heure qu'il est. On a tous en tête, bien évidemment, l'exemple de Paul Sexas. Est-ce que dans l'agence, vous avez aussi un regard un petit peu différent avec peut-être des coureurs parfois qui ont un double projet? On voit quelqu'un comme Madouas qui a fait des études, on va dire, assez tard et qui voilà, comme Jordan, où il est le curseur en fait? Où est-ce que vous le mettez? Ouais, c'est vrai, là c'est même pas nous qui mettons le curseur, en fait, c'est les équipes qui vont faire des demandes, tout simplement. Voilà, je cherche un grimpeur de moins de 23 ans. Et après, c'est pas nous qui décidons de ça. Donc, nous, on fait le maximum pour trouver les meilleurs coureurs. Mais après, c'est par rapport au choix de l'équipe. Mais quand tu parles de Jordan, c'est vrai qu'il a été connu au grand public, très grand public, on va dire, assez tard. Et ça peut arriver. Et c'est bien. J'espère que ça va continuer. J'espère que tous les jeunes ne vont pas percer à 16 ans aussi. C'est un sport qui prend du temps. C'est difficile de s'imposer encore plus en World Tour. Donc, c'est une bonne chose si on peut continuer à avoir des profils comme ça. Mais c'est des discussions, des fois, que vous avez avec des équipes. Il y a un mec, tu sais, il a 23, 24, 25 ans. Tu sais qu'il est bon. Tu sais qu'il peut apporter. Il a peut-être démarré le cyclisme un peu sur le tard. Donc, il va avoir une longévité, on va dire, un petit peu plus longue. Et des fois, il y a des décisions de finalement, tu fais un petit peu le même taf qu'un manager en fait. Tu recrutes différemment, mais certaines décisions, parfois, tu les comprends pas. Ouais, ça arrive. Mais encore une fois, là, c'est l'expérience. Alex fait 25 ans qu'il fait ça, donc généralement, quand il a une idée en tête, on l'écoute. J'imagine. Après, il nous fait confiance aussi. Il a beaucoup de choses à faire, donc il peut pas tout gérer seul. C'est vrai que quand je regarde des courses de cadet au fin fond de la Norvège, là, je suis le seul à savoir si c'est une bonne idée ou pas. Mais oui, comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué et t'es pas à l'abri de te tromper. mais c'est le jeu. Mais ce qui est compliqué aussi maintenant, c'est qu'il y a une grande concurrence. Donc, il y a de plus en plus d'agents, de plus en plus d'agences.
heureusement, nous, qu'on a ces 25 ans derrière nous pour appuyer encore plus, mais je pense que ça va s'accélérer dans les prochaines années. Vous gagnez comment votre vie? Un coureur, j'imagine que quand tu as un coureur en Conti qui va être au salaire minimum, il va pas vous rémunérer pareil que Pogacar. Ça se passe concrètement, ça se passe comment? Ouais, c'est très simple parce que là, encore une fois, c'est réglementé par l'UCI. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est généralement 5% du salaire du coureur. D'accord. Donc, sur un coureur Conti, là, c'est vrai que ça va être très, très peu. Et si tu veux aller plus loin, si tu parles de travail à perte, oui, c'est le cas. Hein. D'accord, ça vous arrive de bosser à perte? Ah, bien sûr, c'est une grande prise de risque. Je peux même te dire que des fois, on travaille beaucoup plus pour des coureurs juniors que pour les plus grandes stars mondiales. Parce que c'est plus dur de trouver des équipes, c'est beaucoup plus dur de faire des analyses, alors que les grands coureurs, les équipes appellent directement Alex. Donc, et j'imagine aussi sur les féminines, hein, le cyclisme féminin qui est en pleine évolution. Actuellement, il n'y a pas encore, il y en a de plus en plus, mais il n'y a pas encore énormément d'argent. Donc ça aussi, je sais que c'est un sujet. Hein. Vous avez des coureuses. Toi, t'en suis d'ailleurs. Tu as une coureuse là, que tu m'en reparlais là, juste avant le podcast. Retenez bien son nom, ami auditeur du Coup Tordu. Elle s'appelle Ouda Gessinger. Donc, on pense qu'elle a un énorme potentiel. Ça fait pas longtemps qu'elle a commencé le vélo. Elle vient du foot. Et sur sa deuxième année junior, elle fait déjà 3e des championnats d'Europe chrono, 3e des championnats du monde chrono. Et on a beaucoup d'autres filles dans l'agence. Donc, c'est très bien. Il y en a de plus en plus. Les équipes investissent de plus en plus. Les salaires sont plus hauts. C'est surtout bien parce que ça permet de faire que du vélo, quoi, encore une fois. Quand on voit le temps que ça prend, elles sont plus obligées de travailler à côté et tout ça. Et ça, c'est vraiment bien. Et alors donc, pareil, ça aussi, c'est un pari sur l'avenir. En vous disant que, vous dites que sur les 2, 3, 4, 5 années qui viennent, forcément, le business du vélo féminin va exploser et vous aurez un retour. C'est l'exemple classique d'une coureuse où on va travailler beaucoup et travailler gratuitement, oui. Ouais, d'accord. Ouais, donc ça arrive même carrément, oui, si vous prenez 5% d'un salaire d'un coureur qui gagne à 1005, ça va, ça. Ouais. Et en plus, bon, faut peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais on ne prend pas toujours 5% du contrat, parce que s'il a déjà signé un contrat, on ne prend rien. Nous, c'est que sur les nouveaux contrats. Ouais. Donc, tu peux travailler 3 ans gratuitement, oui. Ouais, d'accord. Ou même 10 ans, si tu n'arrives pas à faire passer le coureur pro. Et vous intervenez aussi sur des placements produits, sur tout ce qu'il peut y avoir à côté, où ça, c'est vraiment un coureur, quand il signe avec une équipe, sa monétisation, ses revenus vont être uniquement sur l'équipe, ou vous pouvez aussi faire intervenir des partenaires extérieurs. Je sais pas, un coureur qui a un bon communicant, qui a une bonne communauté, qui peut éventuellement intéresser du monde. Ça aussi, c'est dans votre domaine de compétences. Oui, bien sûr. Il y a deux choses. Il y a le salaire du coureur, où là, on n'est pas du tout inclus. Et après, il y a les contrats de sponsoring. Donc, que ce soit pour les montres, les lunettes, les chaussures, les voitures. Donc là, c'est à l'agent de faire les démarches. Et là, pareil, il va toucher une commission sur les sponsors qu'il a ramenés au coureur. Mais ça, on le voit de plus en plus, que ce soit avec Pidcock ou Pogacar, enfin tous les plus grands coureurs. Maintenant, on voit Mathieu Van Der Poel arriver en Lamborghini. Je ne suis pas sûr que c'est lui qui l'ait payé. Je pense qu'il y a des contrats de sponsors derrière. Donc oui, il y en a de plus en plus. Et moi, je trouve ça génial. On nous reproche d'aller vers l'esprit du foot, mais je ne vois pas où est le problème. Plus il y a de sponsors, plus il y a d'argent, plus les coureurs sont contents, plus c'est télévisé, ça amène quelque chose. Maintenant, il y a la Formule 1 aussi qui se met un peu dans le vélo. Moi, je pense que c'est top. Il faut pas vivre dans les années 80 là, sur ce sujet-là, je pense. Il y a beaucoup de monde qui va être en désaccord avec moi, mais je vois aucun côté négatif à se rapprocher du foot. C'est vrai que le cyclisme a un côté un peu conservateur dans le vélo. Il y en a beaucoup qui aiment bien, on va dire, conserver les traditions. Alex Carrera, donc, il avait été pas mal décrié par certaines personnes.
on en parlait, t'en parlais dans le début de podcast de vouloir un petit peu footballiser le cyclisme. Encore une fois, hein, l'image de l'agent qui est là pour... Allez, je vais être un peu... je vais y aller un peu vulgairement, mais l'image de l'agent de foot, c'est un peu le côté un peu marchand de tapis. C'est quelque chose dont, je ne vais pas dire dont il a souffert, mais qui l'a un peu piqué, un peu énervé. Parce que c'est un vrai passionné de sport, à la base, avant tout. Ouais. C'est un vrai passionné et c'est quelqu'un qui dédie sa vie à ça. Vraiment, il travaille tout le temps. Tout le temps. Il aime ses sportifs. C'est, ouais. J'allais le dire, c'est vraiment, pour lui, c'est comme une famille, en fait. Il pense presque qu'à ça, il fait que ça, c'est vraiment sa raison d'être. Donc, quand il est critiqué, il a l'habitude. Tu peux pas être le meilleur agent du monde et ne pas être critiqué. Surtout en France. Ça aussi, c'est marrant, c'est souvent en France qu'il est critiqué. Je sais pas vraiment pourquoi. Est-ce qu'on veut garder une image du cyclisme à l'ancienne? Je sais pas, j'arrive pas trop à comprendre. Mais le principal pour lui, c'est que le coureur soit satisfait. Donc tant que le coureur est satisfait par AJ All Sport, le reste, ça lui passe au-dessus. Il a 25 ans d'expérience, il y a beaucoup de monde qui a parlé mal sur lui, mais en attendant, il fait très très bien son travail et les coureurs sont encore une fois satisfaits. C'est quoi votre position sur les indemnités de transfert? C'est la tradition dans le vélo, un coureur a un contrat, on va au bout du contrat. On voit de plus en plus de coureurs qui cassent leur contrat. Souvent, les agents sont mis en question dans cette histoire-là. Récemment, on a vu Only qui est parti de la pique-nique à Ineos. Les chiffres, il n'est pas chez vous, Only? Non. Voilà, les chiffres qui tournent, c'est 6 millions d'euros. Voilà, c'est ce qui se dit un petit peu partout. Tu penses que son agent, il doit prendre une com, évidemment. Voilà. Oui. Bon, s'il prend 5%, on a compris, il a pris un joli petit billet. Ouais. Votre position chez NG All Sport sur ça, c'est quelque chose que vous aimeriez voir se développer? Ouais. Alors, se développer, idéalement non, parce que s'il y a une rupture de contrat avec une équipe, c'est qu'il y a un problème. On ne souhaite pas avoir des problèmes. Mais encore une fois, c'est le coureur qui passe avant tout. Donc, s'il faut avoir une mauvaise relation avec quelqu'un, ça sera avec les dirigeants d'équipe ou autre, mais pas avec le coureur. Nous, le travail d'Alex, c'est qu'il soit satisfait. Donc, peu importe ce qu'il va falloir faire, il le fera. D'accord. C'est parce que si on est ami avec tout le monde, le coureur, il ne pourra jamais être bien. Si on dit oui à tout, s'il peut gagner, je dis une bêtise, un gros contrat de 100 000 ou quoi, et que l'équipe lui propose 50, et qu'Alex dit à l'équipe, OK, 50, c'est très bien. Dans ce cas-là, on fait perdre 50 000 euros au coureur. Donc, c'est pas le but. Nous, le but, c'est qu'il ait les meilleurs salaires, les meilleures conditions, le meilleur programme de course. Et après, si ça fait des ennemis, tant pis, j'ai envie de dire. Alors, ce qu'on voit souvent, encore une fois, je fais tout le temps le parallèle avec le foot, mais dans le foot, on voit beaucoup d'agents justement qui provoquent, on va dire, des ruptures de contrat. Le but, c'est de ne jamais aller au bout d'un contrat justement pour pouvoir faire une plus-value à la revente. Ça, c'est pas forcément un système vers lequel vous avez envie d'aller. On est vraiment, si un coureur casse son contrat, c'est parce qu'il veut casser son contrat. Donc là, évidemment, il y a du travail. S'il y a une indemnité de transfert, vous travaillez autour, mais c'est pas forcément un système sur lequel vous voulez absolument aller. Non, bien sûr. Comme je disais, nous, on veut pas de problème. Le but, c'est que tout se passe bien. Mais des fois, le cyclisme, c'est comme la vie en général. Des fois, il y a des problèmes. Et là, dans ce cas-là, on se rangera toujours du côté du coureur. D'accord. Toi, quand tu gères tes coureurs, tu t'expliquais un petit peu la démarche que tu as au quotidien auprès de tes coureurs. Il est possible d'intervenir auprès d'un manager quand ça se passe mal dans une équipe ou des petits malentendus, des petites mésententes. Ça aussi, ça peut faire partie de ton rôle. Ouais, bien sûr, les agents doivent garder ce côté-là. Ils ne sont pas obligés d'être amis avec les managers, mais plus la relation est bonne, mieux c'est. Quand tu vois les très bons agents, ils sont en bon terme généralement avec les managers. Pourquoi ? Parce que ça facilite les relations et ça permet d'anticiper aussi. On peut voir venir le problème si on parle à des managers. Parce que quand un manager va dire j'ai besoin d'un grimpeur, est-ce que tu as ça, est-ce que tu sais qui va être le prochain grimpeur, là tu essaies de communiquer avec le manager et ça crée des relations et puis c'est donnant. Le but c'est qu'il y ait un maximum de bonnes relations. Vous êtes bien accepté,
Toi, ça t'arrive d'aller voir les coureurs en course. On sait que parfois, encore une fois, toujours le parallèle avec le foot, dans certaines équipes, il y a certains entraîneurs qui n'aiment pas trop voir les agents tourner autour. Ça, dans le vélo, il n'y a pas de... Si, un petit peu quand même. On ne va pas citer de nom, évidemment, mais il y a quelques managers, quand ils vous voient débarquer, ça les emmerde un peu. Malheureusement, ça arrive encore. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi. Ouais. J'ai ma petite idée quand même. Parce que si tu n'as pas d'agent, tu vas peut-être dire oui à des contrats que tu ne dirais pas si tu as un agent. Donc pour l'équipe, ce n'est pas toujours l'idéal. Mais là, je pense qu'il faut vraiment passer un cap. Maintenant, je pense que le mieux, c'est que tout le monde collabore ensemble pour le bien-être du coureur. Mais c'est pas que dans les médias qu'on peut être mal accueilli des fois, oui. Ah, le public aussi peut... Enfin, ouais, dans le public, ça va. Plutôt, ça, c'est sur les réseaux. Mais plutôt dans certaines équipes... parce que l'agent n'a pas toujours le même intérêt que l'équipe. Parce que l'équipe, c'est une entreprise, au final. Elle va vouloir négocier les contrats, les salaires et autres. Et l'agent aussi. Donc, il va vouloir le pousser vers le haut. Et c'est pas toujours ce que souhaitent les managers d'équipe. Tu sens que c'est... plus sur des managers un petit peu à l'ancienne qui n'ont pas forcément connu ce métier d'agent et que c'est un peu mieux, on va dire, accepté chez des... pas forcément des jeunes, mais on va dire, on voit des profils un petit peu plus qui viennent du milieu de l'entreprise, gérer les équipes. Tu sens que sur ces profils-là, c'est un petit peu mieux accepté? Ouais, à l'époque, on va dire, comme je disais encore une fois tout à l'heure, c'était pas accepté du tout, presque. Et puis au fur et à mesure, ça va de mieux en mieux, mais il y a encore des restes, oui. Mais comme je disais, c'est tout simplement une question d'intérêt. Je pense que ce serait beaucoup plus facile pour certaines personnes s'il n'y avait pas d'agent du tout. Mais malheureusement pour eux, je pense que maintenant les agents sont là et puis il va falloir faire avec. Il y a encore quelques coureurs qui n'ont pas d'agent. Je pense par exemple le plus célèbre, Bruno Armirail, qui explique que il a décroché son téléphone, il a appelé à la Visma et on lui a dit vas-y viens. Quand un coureur fait ça, globalement, tu penses qu'il perd en salaire? Qu'est-ce qu'il perd en fait? Il va moins réussir à négocier? Comment ça se passe? Oui, je veux pas parler à sa place oui, bien sûr, personnellement, oui. Oui, pour moi, il perd beaucoup. C'est pour ça que presque tous les coureurs maintenant ont des agents, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils perdent beaucoup. Déjà dans la négociation de salaire, ça n'a rien à voir si tu as un agent, parce que c'est des professionnels, ils savent de quoi ils parlent. Et c'est surtout, là où ça va t'apporter quelque chose, c'est que tu n'as plus de soucis. Donc la seule chose que tu auras à faire, c'est bien t'entraîner, bien manger et bien dormir. Le reste, tu sais que c'est géré, c'est carré, il n'y aura jamais de soucis. Et quoi qu'il se passe, tu peux appeler ton agent pour quoi que ce soit, il sera toujours là. Et donc ça, tu te sens vraiment, vraiment mieux quand tu n'as pas de problème et tu n'as que ça à faire, quoi, bien t'entraîner et t'assurer d'être au niveau. Les coureurs que tu gères, toi, personnellement, c'est secret ou tu as parlé de Jordan tout à l'heure? Ouais, enfin, non, c'est pas secret, c'est Alex qui gère. Bien sûr, oui. mais toi, il y a des coureurs avec qui tu as plus de proximité. Alex peut pas tout gérer au quotidien. Tu me parlais de Jordan, voilà. C'est ça. Des coureurs sur lesquels tu interviens plus personnellement. Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout au niveau du repérage. Ouais. Quand je l'appelle et je dis voilà, lui c'est un bon jeune. Je pense que c'est une bonne idée de collaborer avec lui, tout ça. Donc à ce niveau-là, oui, il y a eu Jordan que j'ai bien fait, que je l'ai au Busso, bien sûr, qui est pour moi est la pépite du cyclisme français. Ouais. Je pense qu'on va le voir très vite, très haut. Il est vraiment incroyable. On a vu sur Burgos cette année. Ouais. Venir s'imposer comme ça et puis il faut voir avec qui il était dans le groupe. Oui. Il y avait pas... C'était Isaac Del Toro et compagnie. Ouais. Donc non, il a un potentiel énorme. J'espère qu'il va être champion de France demain de cyclo. Voilà, alors voilà, peut-être que voilà, vous regardez, vous écoutez le podcast, voilà, peut-être que le championnat est déjà passé, vous avez le résultat. Ouais. Donc non, c'est sûr que lui c'est un futur grand si ça l'est pas déjà, ouais. Est-ce que y a une anecdote qui tourne actuellement, c'est Pipo Fiorelli qui était à la Bardiani, qui a 30 ans passés, qui n'était pas renouvelé à la Bardiani, qui cherchait une équipe donc dès le printemps dernier. Et quand son agent lui a dit il y a Niersmann et Plougueux qui s'intéressent à toi, il lui a raccroché à la tronche en disant arrête de te foutre de ma gueule. Ouais. Est-ce que tu as déjà entendu des histoires comme ça d'un coureur qui était à la recherche d'une équipe
qui a eu une proposition complètement inattendue, un truc complètement dingue et qui n'y croyait pas? Ouais, ça arrive surtout avec les jeunes coureurs qui viennent de familles qui connaissent pas beaucoup le vélo et tout ça. Et quand on leur parle du premier contrat, ils se disent ah oui, d'accord, Ouais. c'est du sérieux. On a eu le cas notamment avec des coureurs étrangers où le salaire est pas en euros. Mmh. C'est-à-dire que chez eux, par exemple en Norvège, c'est des couronnes. Mmh. Donc c'est 10 fois moins la valeur. Donc par exemple, 1 euro, c'est 10 couronnes. Donc des fois, on négocie des contrats et on amène la somme et ils disent ah bah, c'est super et tout, et ça fait combien en euros? Et là on dit non mais c'est en euros. Et là c'est déjà arrivé qu'ils se disent ah ouais d'accord et qui tombent des nues. D'accord. Surtout ouais, au niveau de la monétisation. Toi, comment ça se passe pour négocier un contrat? Un coureur, par exemple, voilà, là, on enregistre cet épisode, on est en janvier 2026. Un coureur qui arriverait en fin de contrat à la fin de l'année. On voit les contrats, on a l'impression que ça se deal ça se dit de plus en plus tôt. Alors évidemment, tu vas pas nous dévoiler de grands secrets, mais est-ce qu'il y a déjà des choses, par exemple, qui sont déjà verrouillées pour 2027 et on a l'impression que ça se négocie de plus en plus tôt, en fait. Ouais, ben, ça c'est sûr. Je pense que les équipes, ça leur permet d'anticiper. Parce que maintenant, il y a une grande concurrence, les coureurs ont des gros salaires. Donc plus tôt les équipes contactent les agents et plus la chance est grande de pouvoir décrocher les coureurs. Donc c'est vrai que c'est plus comme à l'époque où ça se fait un mois avant la fin du contrat. Maintenant, ça se fait très très tôt. Ouais. Alors techniquement, comment ça se présente? C'est par exemple, voilà, tu gères Jordan. Est-ce que sur le Tour de France 2025, Jordan qui nous a fait un tour incroyable, Le phénomène. est-ce que ton téléphone a sonné, on va dire, un petit peu plus que d'habitude, sachant qu'il est en fin de contrat à la Total Energy fin 2026? Et ben alors là, les négociations comme ça, encore une fois, c'est Alex. Hein. Ouais, bien Mais- sûr. Ouais. Mais je pense qu'il y a énormément d'équipes qui vont être intéressées par Jordan. Après, c'est son choix. Hein, Bien sûr, oui. c'est toujours le coureur qui va décider. Je sais qu'il est quand même attaché à son équipe. Bien sûr. On sait pas. C'est lui qui va faire les choix. Et ensuite, Alex fera tout pour le satisfaire au maximum. Mais alors, je doute pas qu'il y aura... Ouais, il y a mal du de monde. propositions. Ouais. Faites quoi? Vous faites un check-up de toutes les propositions? Quand ça va varier, ouais, là, il va regarder les propositions. D'accord. Il va demander à Jordan ce qu'il préfère. Mhm. Et parce que des fois, il y a des coureurs qui veulent absolument rester dans des équipes françaises, Mhm. d'autres qui veulent absolument partir à l'étranger. Donc, il va d'abord demander ça. Ensuite, il va analyser toutes les propositions. Donc là, il n'y a pas que le salaire. Il y a aussi le projet sportif. Est-ce qu'il bien va sûr, être leader, équipier? Est-ce qu'il va pouvoir faire le tour ou pas? Il y a plein de détails comme ça dans le contrat. Il y a aussi des primes, il y a plein de choses. Et ensuite, Jordan prendra une décision sur l'équipe qu'il préfère. Il y a des fois des choix qui surprennent ou des coureurs qui font totalement l'inverse de ce que vous auriez un petit peu imaginé pour eux. C'est. Non, Non. ça c'est Ouais. c'est quand même rare. Ouais. Des fois, on peut être étonné, bien sûr, parce qu'ils ont une vie à côté, ils ont des femmes, et des fois, ils veulent pas trop quitter le pays de résidence habituel, donc ils font des choix comme ça, comme les footballeurs. Mhm. Mais généralement, on tombe vite d'accord parce que on a le même intérêt. Mhm. Donc que ce soit Alex ou le coureur, ils tombent rapidement d'accord. Bon. Bah, écoute, parfait. Merci beaucoup, Christian, pour ce moment qu'on a pu passer avec toi. On a pu découvrir ce métier d'agent de coureur. Donc toi, ouais, principalement, tu t'occupes de la France et de la Norvège. On ne l'a pas dit dans le podcast, hein, tu es franco-norvégien. C'est ça, j'ai la double nationalité, parce que mon père est français, ma mère est norvégienne. Donc c'est un petit avantage, parce que quand on parle aux coureurs norvégiens, c'est mieux de parler norvégien. Mhm. Et puis la France, il y a tellement de bons coureurs que c'est bien aussi d'avoir ce côté-là. Mais ce qui est bien avec AG All Sport, c'est qu'il y a tellement de gens qui travaillent avec nous qu'il y a des agents dans tous les pays. Donc quand il y a une course en Italie, il y a un agent qui est là-bas, en France aussi. Même que ce soit au Critérium à Singapour, il y avait des agents d'AG All Sport qui étaient là pour les coureurs s'il y a quoi que ce soit. Le marché asiatique, c'est quelque chose qui est en train de se... Ouais, on en a parlé pas mal avec,
avec Luca De Rossi, notamment avec Pierre Barbier qui part là-bas. Ouais. C'est... Ah ouais, Luca De Rossi, j'étais dans la même équipe que lui à un moment. Oui, à la Delco. Ouais, à la Pomme Marseille. À la Pomme Marseille, donc ça s'appelle la Delco, ouais. Très sympa. Très sympa. Et lui, il a l'air bien en Chine. Ouais. J'ai entendu que ça se passait bien, mais là, on va voir dans les années à venir, mais pourquoi pas voir le cyclisme asiatique se développer. Le seul problème que je vois avec ces équipes-là, c'est les transferts, quoi. Que ce soit pour venir s'entraîner en Europe ou faire des courses. C'est tellement loin qu'il faudrait peut-être envisager d'avoir des bases en Europe pour que les coureurs soient là 6-7 mois dans l'année. Parce que ça fatigue énormément de prendre l'avion. Donc, si à chaque fois, ils doivent faire les déplacements, c'est compliqué. C'est ce que nous expliquait Lucas, pour être sur le circuit asiatique, avoir une bonne résistance à l'avion, les transferts, les fuseaux horaires. Il nous a expliqué souvent des coureurs qui descendent de World Tour ou Pro Team peuvent être un petit peu surpris quand ils débarquent sur le... Ouais, parce que l'avion, au niveau de la récupération, c'est vraiment pas l'idéal, quoi. Donc, je pense que s'ils arrivent à se pencher sur ce côté-là, je ne sais pas, on va créer une petite filiale de l'équipe ou je ne sais pas quoi en France, ça serait l'idéal et il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas. Toi, tu restes focalisé sur le cyclisme ou il y a d'autres sports tu pourrais gérer d'autres sportifs en dehors du vélo? Non, il y a 2 points. C'est que déjà, pour gérer, par exemple, le foot, il faut passer le concours, l'examen d'agent de footballeur. Donc ça, premièrement, on ne peut pas légalement. Et puis, c'est surtout le fait que je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Parce que trop se diversifier, ce n'est pas bon. Sur des sports individuels, des sports d'endurance, il peut y avoir des triathlètes, des trailers, trouver des contrats, des choses. Le taf devient différent, parce qu'il n'y a pas d'équipe pour la plupart. Mais non, le problème, c'est qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, je pense que le but, ce n'est pas d'avoir le plus de sport possible ou le plus de coureurs possible. C'est vraiment avoir une discipline, c'est consacré à 100%. Et là, je pense qu'on peut être bon. Mais si on commence à avoir des footballeurs et des rugbyman et autres, je ne vois pas comment on peut réussir à tout gérer en 24 heures. Ouais, c'est vraiment un petit peu comme les coureurs, l'hyper-spécialisation. Tu sens qu'il y a un profil de coureur qui est un peu... on en parle un peu, on en a parlé pas mal dans le podcast ces derniers temps. Donc on voit que la tendance est à l'hyper-spécialisation. Soit il faut être un bon grimpeur, un bon puncher, même un bon poisson pilote. Les baroudeurs, c'est dur à... Pourtant, prendre une échappée matinale, faire un raid au long cours... Faut de l'analyse, faut prendre les échappées matinales, c'est de plus en plus compliqué. Donc c'est un vrai métier. Tu sens qu'il y a la valorisation du coureur aujourd'hui, c'est son nombre de points UCI. Ouais, peut-être pas que le nombre de points UCI, mais un baroudeur, c'est vrai que maintenant il va peut-être plus être utilisé comme un équipier. Ouais. Quand tu vois des équipes comme la UAE et tout, les équipiers en fait ils pourraient être leaders dans notre équipe. Complètement, ouais. Donc c'est compliqué pour ces coureurs-là, parce que bien sûr, c'est des grosses machines. Quand je pensais à Alexis Goujard, qui est fort, mais c'est plus un profil qui est tendance, on va dire, en 2026, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est compliqué aussi d'être baroudeur, parce que prendre les échappées matinales, ils font les mêmes entraînements, ils font les mêmes sacrifices, et au final, il y en a qui ne gagnent pas une course de leur carrière entière, quoi. Et puis, par contre, quand t'en prends une, elle est mythique. Casper Asgreen, 2023, 18e étape du Tour. Ça, quand tu l'apprends, tout le monde s'en rappelle, quoi. Ouais, bien sûr. Casper Asgreen, là, c'est lui déjà de base, c'est un coureur qui pourrait être leader. Mais le baroudeur, c'est ce que tu veux dire. Le baroudeur qui part au kilomètre 0 et qui passe toute la journée devant et tout, et qui a beaucoup moins de reconnaissance, ça doit être dur. Ça doit être dur mentalement aussi. Parce qu'ils sont forts et c'est ça qui est compliqué dans le vélo aussi, et c'est ça qui m'a poussé à arrêter quand j'ai vu que j'aurais pas le niveau pour gagner. C'est parce que tu t'entraînes tous les jours, tu fais tout ce qu'il faut, et quand tu gagnes pas une course, des fois tu te demandes pourquoi tu fais du vélo, quoi. Est-ce que tu as le souvenir du moment, du jour où tu t'es dit je vais accompagner des coureurs? Parce que quand tu étais petit, ce métier n'était pas très populaire. Le petit Christian, je pense que tu rêvais de ça quand tu rêvais plus d'être sur les routes. Non, oui, moi je rêvais d'être sur les routes, bien sûr, parce que mon oncle était pro au Crédit Agricole.
Donc déjà à 3 ans, je le voyais s'entraîner et je disais à ma famille, moi je vais être pro et rien d'autre et je vais gagner 7 fois le Tour de France. Bon, c'est pas passé comme ça. Mais même Non, mais après, déjà, avoir atteint un niveau de sport professionnel où à un moment donné, sur ta fiche de paye, on te rémunère pour pratiquer ton sport. Ouais. Mais je pense que voilà, on est 99,99% des fans de sport à en avoir rêvé un jour et ne pas l'avoir atteint. Donc déjà, le faire, t'es déjà au-dessus de l'immense majorité de la population, quoi. Non, c'est génial et c'est une opportunité dingue parce que tu voyages, tu rencontres des gens, tu fais ce qui te plaît et tu vis un rêve. Mais après, c'est pas non plus drôle tous les jours. C'est surtout quand t'es pas dans les meilleurs mondiaux, comme j'étais moi, quand t'es équipé en continental ou autre, que tu gagnes très peu ta vie, tu fais des sacrifices, que tu dis non à des anniversaires, que tu peux pas sortir en boîte, tu peux pas manger d'hamburger et tout ça. Ouais, t'as les mêmes sacrifices que le grand champion, mais pour pas la même rémunération et les mêmes résultats, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est très, très compliqué. Hein. Et de plus en plus, on le voit maintenant, les carrières, ça dure de moins en moins longtemps et il faut se poser la question de pourquoi. Je pense que c'est parce que déjà, à l'époque, c'était compliqué. Mais maintenant, avec les capteurs de puissance, tout ce qu'il faut peser, maintenant, ils pèsent même la nourriture, les stages. Les stages, c'est fatigant physiquement, mais mentalement aussi. Parce que ça reste des êtres humains et partir loin de la famille, on l'a vu avec Jonas Vingegaard, il en parle souvent. C'est un métier extrêmement compliqué. C'est pour ça que je pense que maintenant, les carrières vont être un peu réduites. Et toi, personnellement, le moment où tu te dis je vais être collaborateur, agent, tu te rappelles de cet instant, le déclic dans ta tête? Ouais. En fait, je voyais une suite logique parce que je faisais du droit, j'ai fini mes études de droit, tout ça. J'ai fait mon alternance en cabinet d'avocat et j'avais ce côté-là cyclisme. Donc, j'hésitais entre droit du sport ou agent, mais quand t'aimes le droit et le vélo, je pense qu'il n'y a pas mieux que, que de devenir agent. Donc c'est à ce moment-là. Mais j'ai toujours été passionné par le cyclisme depuis le plus jeune âge. Donc c'était la suite logique. C'est quoi le plus compliqué pour toi dans ce métier-là et dans ce métier en général? La plus grosse contrainte? La plus grosse contrainte, je pense, c'est qu'il faut être disponible tout le temps. Faut enlever l'étiquette presque être humain. Il faut que tu te consacres à 100% et 24 heures sur 24 pour les coureurs. J'ai déjà passé des journées au Tour de France avec Alex. Et il se lève, il est 6 heures du matin et on rentre, il est 2 heures. Il paraît que tu es hyper concentré en course. Hein. C'est Samuel le Ratagas qui t'avait reçu dans un podcast. J'ai vu Christian au championnat d'Europe. Concentré, quoi. Ouais, c'est vraiment, on n'est pas là que pour regarder la course, on est là pour travailler. Donc, il faut être à fond. Et puis, ce jour-là, c'est un jour, par exemple, on avait commencé à 6 heures du matin. Et puis, j'avais suivi Alex, donc on avait fait 11 rendez-vous dans la journée. Donc, d'accord. Okay. Donc, ça a l'air facile. Hein, mes potes, ils en rigolent. Ils me disent t'es juste autour d'une table, tu parles, sauf que non. Oui. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Il faut bien connaître vraiment tout. Faut tout avoir en tête. C'est des journées très longues. Donc, je pense que c'est ça le plus compliqué, faire comprendre à ton entourage que si tu as le choix entre aller sur une course parce qu'un coureur a besoin de toi ou fêter l'anniversaire de ta copine, va falloir aller sur la course. Vous avez beaucoup de l'ambiance entre agents. C'est quoi? C'est comme tout, j'imagine, quand il y a des gros sous en jeu, il ne doit pas y avoir que des mecs qui sont copains en fait. Non, malheureusement non. Ouais. Là, pourtant, je pense qu'il y a assez à croquer pour tout le monde. On voit le gâteau du vélo qui grossit de plus en plus. Ouais, il grossit de plus en plus, mais il y a très peu de coureurs quand même quand tu regardes. Oui, on n'est pas dans le foot. Des coureurs. Il y a des margoulins ou pas qui se promènent, vous le sentez ou pas? Ouais, d'accord. Okay. L'ambiance, j'aimerais te dire qu'elle est toujours au top, sauf que c'est pas toujours le ressenti qu'on a parce que voilà, il y a une grande concurrence, hein, tout simplement. Tu dis qu'il y a beaucoup de coureurs, mais au niveau World Tour, c'est des centaines, c'est pas non plus des milliers. Oui. Donc, et puis il y a des agences qui ont presque un monopole maintenant. Quand tu regardes des agences comme la nôtre ou autre, si tu arrives en tant que nouvelle agence sans entourage, pour te faire ta place, c'est pas facile. Hein. Et les gens vont pas t'aider. Ça, c'est surtout pas les autres agents. Donc, non, c'est un métier où je pense que tu vas pas pour faire des amis. Tu vas pour collaborer, faire du mieux que tu peux, mais faut accepter les critiques et le fait que
il n'y aura pas toujours la meilleure ambiance. Oui, et puis, et puis bien gagner sa vie, forcément c'est normal, mais pas seulement quoi. Voilà, encore une fois, il y a une vraie derrière ça, il y a une vraie passion du sport. Bien sûr, voilà, c'est un vrai. essentiel. Ouais. Je pense que c'est impossible d'être un bon agent si t'es pas passionné de cyclisme. Parce que si t'es pas passionné, tu vas pas aller regarder des courses cadets, tu vas pas faire les choses les plus importantes au final. Et puis les coureurs, ils sont pas bêtes. Hein. Ils voient si t'es pas passionné. Ils voient si t'as pas envie de l'aider. Ils voient si tu t'y connais pas. Si tu connais pas les managers des équipes ou quoi, il va te dire ciao quoi. Donc ils ont besoin de gens qui sont là tout le temps et passionnés. Ouais. Est-ce que comme dans le foot, ce sera ma dernière question, est-ce qu'il y a... Alors toi tu fais t'as un rôle de scout, d'accompagnant, mais on voit vraiment, par exemple, encore une fois dans le foot, dès vraiment le plus bas niveau, on voit des gars qui sont là, qui font déjà de la détection. Ouais. Est-ce que toi tu as, on va dire, un peu des je sais pas, des poissons pilotes, je sais pas comment expliquer, des gars qui sont un petit peu à droite à gauche et qui peuvent te donner des renseignements, ou éventuellement, je sais pas, peut-être quelqu'un qui est à l'écoute du podcast, qui connaît un gars qui est hyper fort. Est-ce que tu as aussi une prise d'infos comme ça, on va dire, un truc qui est hyper niché, très local, peut-être des anciens, tu vois, qui connaissent le vélo. Est-ce que ça fait aussi partie de ton taf d'avoir ce réseau-là, on va dire, un peu offshore? Ouais, c'est ça. Encore une fois, là, c'est les relations. Ouais. Moi, j'ai grandi dans le milieu du cyclisme, donc j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont dans ce milieu-là. Et c'est vrai que moi, je viens de Perpignan, donc là-bas, il y a très peu de coureurs. Mais quand il y en a des bons, on essaye d'avoir les infos avant tout le monde. Hein. De toute façon, c'est ça le but, c'est de, encore une fois, anticiper, voir qui va se développer au maximum, et plus tu as d'infos, mieux c'est. Et ça vient avec le temps aussi. C'est pour ça que, comme je disais, c'est difficile au début, quand tu arrives et que tu connais pas grand monde et tout ça. Et petit à petit, ça se développe, tu connais de plus en plus de monde et tu as des infos que les autres n'ont pas. Bon, si vous avez des infos à donner à Christian, Christian Kagestad, vous le trouvez absolument partout sur tous les réseaux sociaux, là, tu vois. Ouais. Tu vas voir, t'es quoi? C'est sur Instagram? Ouais, je suis sur Instagram. Voilà, ouais. Instagram, donc voilà, si vous connaissez un coureur, un jeune, un moins jeune, quelqu'un qui envoie, on peut toujours t'envoyer un message, on sait jamais. Oui, bien sûr, on peut envoyer des messages. Hein. Ouais, bon, voilà, et écoutez, allez-y. Mais passer pro, c'est jamais facile, c'est en ce moment, notamment en 2025, là pour la saison qui arrive, là, passer pro, on le voit notamment avec des coureurs qui avaient un excellent niveau en World Tour et qui n'ont toujours pas d'équipe. Donc c'est fou. T'as des gars dont tu gères que t'as pas encore réussi à... Non. D'accord, tout le monde est d'accord. Touche du bois, les coureurs ont trouvé des équipes chez nous, mais on le voit dans les médias, je pense même que tu en avais parlé. Il y a des coureurs à la Quick Step, des coureurs français notamment. Ubi, qui voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que Antoine Ubi, il a peut-être un peu trop... moi, c'est mon point de vue en tant que suiveur, peut-être un peu trop respecté les consignes, qu'il a peut-être eu un côté un peu bon soldat, on va dire trop bon soldat, parce qu'on l'a vu, je crois, il fait 11e du Tour de République tchèque, donc c'est que le niveau est largement correct. Puis, il fait 12 du World Tour la dernière en Chine, donc oui, voilà, donc costaud. Est-ce que c'est aussi, des fois, dans les échanges que tu peux avoir avec tes coureurs, dire, il y a évidemment la communication en dehors du vélo, mais des fois la communication sur le vélo, c'est respecter les consignes, mais peut-être pas aussi de temps en temps sortir un peu des sentiers battus pour, comme disait Cyril Guimard, le pouvoir ça se demande pas, ça se prend quoi. Ouais, c'est très compliqué parce que quand t'arrives que t'es coureur dans une grande équipe, tu fais ce qu'on te dit de faire. Ouais. Et puis t'as l'oreillette, hein, donc. Mais le problème c'est quand tu fais trop ce qu'on t'a dit de faire, à la fin on peut aussi te le reprocher. Ouais, c'est ça. Et puis voire pire que te le reprocher, pas te proposer de contrat. Et à trop chômage, donc c'est la vie des coureurs qui est en jeu. Donc, c'est compliqué, mais j'espère qu'il va trouver une équipe rapidement. Autour de Croatie aussi. Franchement, quand on voit ce qu'il fait pour Paul Magnier. Oui, et Magnier, on était vraiment très contents, quoi. Et donc, ça, c'est dans les discussions que tu peux avoir avec des coureurs, ça peut être aussi, attention, essaye de te montrer un petit peu, sans forcément casser les consignes d'un manager, mais...
compliqué d'intervenir sur ça. Ouais, ça reste toujours compliqué parce que faut faire attention, faut pas. Les agents sont agents, donc c'est-à-dire qu'on va pas être nutritionniste, on va pas. T'as été pro, tu connais le vélo, quoi. Ouais, mais tu vois, si un manager fait une erreur, tu peux le. Oui, bien sûr. Je te donne un cas d'école, Christian. 2017, t'es le manager de Nasser Bouhanni. Ouais. Comment tu gères l'histoire? Tu m'as pas donné le dossier. On y va, quoi. Tu m'as pas donné le dossier le plus. Non, voilà, mais voilà. Non, si à cette époque j'étais agent, je pense que j'aurais bien parlé avec Nasser et j'aurais essayé de négocier un maximum. Mais il y a des équipes avec qui c'est presque impossible de négocier, quoi. Donc ça, il faut encore une fois anticiper et dire au coureur, ok, tu vas aller dans cette équipe, mais ça va être difficile de négocier avec lui. Ça serait aujourd'hui, le contrat aurait été cassé, il n'y aurait pas eu de sujet. Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Tout le monde aurait été content. Ça arrive, et puis ils ont beaucoup parlé d'Alex dans les médias, à dire ouais, il casse les contrats, ils l'ont critiqué et tout, et maintenant on voit que les autres font pareil. Ouais, bien sûr. donc je pense qu'on va le voir de plus en plus. Ouais. Bon, parfait. Christian, merci beaucoup pour ce coup tordu. C'était un vrai kiff. On a appris plein de choses. Ouais, franchement, je pourrais rester là à parler pendant des heures. Ah bah écoute, on s'en fera un autre. On parlera de tout ça. Mais ouais, se refaire des points réguliers. Avec plaisir. Suivre aussi ton évolution, ton concours que tu vas passer au mois de juin, les nouveaux coureurs que tu vas recruter, ton évolution au sein d'ANG All Sport. Hein, tu l'avais dit chez Samuel Le Ratagas, tu te vois à très très long terme. Avec Alex Carrera. Ouais, le plus longtemps possible. Pour moi, c'est devenu un mentor. Comme je dis à ma mère, quand tu passes 1 heure avec Alex, t'as l'impression d'avoir fait 3 ans d'école de commerce. Donc non, je vais rester le plus proche d'AJ All Sport le plus longtemps possible. Ouais. Eh ben, on suivra tes aventures. Suivra tes aventures, Christian. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir. On rappelle donc Christian Kagestad sur Instagram principalement. Et puis le coup tordu, hein, voilà, la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. On vous prépare plein de choses, plein de surprises. Voilà, il y a une nouvelle saison, une belle saison qui débute. Apple Podcast, Deezer, Spotify. Et on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro. Prochain invité du coup tordu, ça sera Guillaume Soula d'Eurocycling. Merci les amis. Merci et à bientôt. Ciao, ciao.